Dans les terres brumeuses de Bretagne, là où les falaises s'écrasent contre la mer avec une fureur millénaire, il existe un village oublié des cartes modernes. Un hameau de moins de 200 âmes, isolé entre forêts de pins et landes balayées par le vent. Les habitants l'appellent Kerlanec, mais vous n'en trouverez presque aucune trace dans les registres administratifs. Pourquoi ? Parce que son histoire dérange, parce qu'au XIXe siècle, des événements si étranges s'y sont produits que même les autorités ont préféré les recouvrir de silence. Pourtant, certains documents demeurent. Des journaux intimes, quelques notes de curés, des fragments retrouvés dans des archives diocésanes à Quimper. Et croyez-moi, ce qu'ils racontent glace encore le sang de ceux qui osent les lire. Tout commence en 1839, quand un prédicateur itinérant nommé Jean-Marie Le Goff arrive à Kerlanec, accompagné de ses filles jumelles de 9 ans, Élise et Aveline. 2 enfants à l'apparence angélique, blondes, au regard d'un bleu presque irréel. Mais ce qui troubla immédiatement les villageois, ce ne fut pas leur beauté, ni la misère évidente de leur père vêtu d'un manteau usé. Non, ce fut leur silence, et en même temps leur étrange manière de se répondre l'une l'autre, comme si une seule pensée coulait entre elles. On racontait qu'elles finissaient les phrases l'une de l'autre, qu'elles savaient déjà ce que vous alliez dire avant même que vos lèvres ne bougent. Vous imaginez ? Dans une Bretagne encore hantée par les superstitions, on croyait aux corrigans et aux âmes errantes. 2 enfants capables de voir ou de savoir ce qui ne leur avait jamais été dit, cela ne pouvait qu'attiser les craintes. Le premier soir, accueilli dans la modeste maison du recteur abbé Lebris, un incident survint qui marqua tous les témoins. Alors qu'on servait la soupe, Élise posa soudain sa cuillère et demanda avec son innocence d'enfant « Monsieur le recteur, pourquoi avez-vous enterré la bouteille sous la 3e dalle de l'église ?» Un silence glacial envahit la pièce. Lebris devint livide. Personne ne pouvait savoir qu'il avait caché là, sous le corps, une bouteille de cidre, un secret honteux pour un homme de foi luttant contre l'alcoolisme. Il ne l'avait jamais confié à personne, pas même en confession, alors comment cette fillette pouvait-elle le savoir ? Le lendemain matin, un autre fait troubla davantage la communauté. Pendant la messe, Aveline s'approcha d'une vieille femme assise au premier rang et murmura « Votre mari n'est pas mort noyé, madame. Il vit à Nantes. Les lettres que vous cachez sous votre matelas en sont la preuve. » La veuve s'effondra en larmes. Oui, elle recevait encore des courriers de son mari, disparu depuis 15 ans, parti refaire sa vie loin d'elle. Personne, absolument personne, n'était au courant. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas ? Ces enfants n'avaient rien de normal. Elles semblaient branchées sur une mémoire invisible, une conscience collective qui transperçait le temps et les secrets. Mais ce qui allait suivre dépassait tout ce que Kerlanec avait jamais connu. Car les jumelles n'allaient pas seulement révéler des fautes privées, elles allaient mettre à jour un crime enfoui depuis des décennies, un crime dont l'écho résonne encore aujourd'hui dans les landes bretonnes. Lors de la 3e journée de leur séjour, Élise se leva au milieu de la messe et marcha jusqu'à l'autel. Tous les regards étaient branchés sur elle, choqués qu'une enfant interrompe le service. Elle posa sa petite main sur la croix de bois et déclara d'une voix claire, qui résonna sous les voûtes « Cet endroit n'est pas sacré. Le sang a coulé ici. Une famille entière est morte entre ces murs, et certains parmi vous savent pourquoi. » Imaginez les faits. Les fidèles se figèrent, blêmes. Le recteur, la gorge nouée, sentit ses jambes faiblir. Car oui, il savait qu'une rumeur circulait depuis longtemps. Une légende selon laquelle, en 1812, une famille de forgerons nommée les Le Bihan n'aurait pas péri dans l'incendie officiel de leur maison, mais bien dans l'église elle-même. Officiellement, l'affaire avait été classée accident, feu de cheminée.
Mais Élise venait d'énoncer des détails précis que seuls les plus anciens du village connaissaient et n'avaient jamais osé répéter. Et là, accrochez-vous, car Aveline, la seconde jumelle, ajouta doucement « L'un des enfants portait une robe bleue, l'autre un médaillon d'argent. Ils crient encore la nuit sous les dalles, et ils veulent que la vérité éclate. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Certains jurèrent avoir entendu, les nuits de tempête, comme des pleurs d'enfants résonner près du clocher. Était-ce le vent? Étaient-ce les âmes des petits Le Bihan? Ou ces Dumel disaient-elles vrai? Je vous pose la question. Que feriez-vous si deux fillettes inconnues révélaient ainsi, en plein office religieux, un meurtre collectif vieux de 27 ans? Vous les traiteriez de menteuses? Ou vous auriez peur qu'elles soient, d'une façon ou d'une autre, les porte-voix des morts? Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de cet instant, Kerlanek bascula dans la terreur. Et ce n'était que le début. Le village de Kerlanek, après la messe interrompue, ne retrouva jamais son calme. Les plus vieux habitants se souvenaient soudain de détails qu'ils avaient enfouis depuis leur jeunesse. Certains murmuraient qu'en 1812, la famille Le Bihan, le forgeron, sa femme et leurs 2 enfants, avaient effectivement trouvé refuge dans l'église lors d'un incendie, mais que nul n'avait jamais vu leur corps dans les décombres de la maison calcinée. D'autres racontaient que l'ancien recteur avait changé subitement de paroisse peu après, emportant avec lui des registres disparus. Coïncidence? Élise et Aveline semblaient se voir trop de choses. Le recteur Lebris, d'abord tenté de les accuser d'imposture, fut contraint de se taire quand elles décrivirent avec précision la couleur du ruban qu'il avait attaché jadis autour du cou de son fils mort-né. Un détail intime, jamais confié à personne. Était-ce la preuve que les jumelles voyaient au-delà de la mort, ou simplement une manipulation diabolique? Le doute grandissait, et avec lui la peur. La 3e nuit de leur séjour, une tempête éclata. Les vents hurlaient au-dessus des toits de chaume. Les vagues s'écrasaient contre les falaises. Dans la petite maison du recteur, les filles se réveillèrent en sursaut. Elles parlaient en même temps, les yeux mi-clos, comme en transe. « Ils sont là! Ils demandent justice! Ils ne dorment pas sous la terre !» Lebris, terrifié, nota ces paroles dans son carnet, convaincu d'assister à une possession. Mais le lendemain matin, il osa soulever une dalle près de l'autel, là où Élise avait posé sa main. Sous la pierre, il découvrit des fragments d'os mêlés à de la chaux. À partir de cet instant, la communauté ne put plus se voiler la face. Le mystère des Le Bihan ressurgissait, et il menaçait d'ébranler l'équilibre fragile du village. Car si les enfants n'avaient pas brûlé dans leur maison, alors qui les avait enterrés là, dans la maison de Dieu? Les jumelles, loin de s'arrêter, commencèrent à révéler d'autres secrets. À une jeune femme, elle soufflait qu'elle rencontrait en cachette un marin marié. À un notable, elle lançait qu'il détournait l'argent de la confrérie des pêcheurs. Chaque soir, Kerlanek tremblait de leurs révélations, comme si aucun mensonge ne pouvait plus tenir debout. Les familles se soupçonnaient, les amis se regardaient en ennemis. Était-ce la vérité qui sortait de leurs lèvres, ou une malédiction semant la discorde? Un soir, devant plusieurs témoins, Élise s'approcha d'un vieil homme, l'aîné du village, et dit calmement « Vous avez fait taire les Le Bihan, mais vous n'avez jamais effacé le sang. Ils crient encore sous les pierres. » L'homme s'effondra, tremblant, répétant « Pitié, pitié !» Les autres l'entourèrent, exigeant des explications. Mais il refusa de parler et mourut 2 jours plus tard, emportant son secret. Pendant ce temps, Aveline confia au recteur une vision, un coffre enfoui derrière le cimetière sous un vieux chêne, contenant les preuves. Intrigué malgré lui, Lebris alerta quelques villageois. Ils creusèrent et à 1 mètre de profondeur découvrirent un petit coffre de bois pourri, rempli de bijoux féminins et de pièces anciennes. Mais ces objets n'appartenaient à aucune famille du village. Alors à qui? D'où venaient-ils? Les plus superstitieux y virent la confirmation que Kerlanek avait été bâti sur le malheur et la rapine. Certains chuchotèrent que pendant les années de famine, des voyageurs auraient disparu en traversant la lande, des pèlerins vers Sainte-Anne, des marchands, jamais arrivés à destination. Et si les Le Bihan avaient découvert la vérité? Et si, pour les réduire au silence, on les avait sacrifiés dans l'église même? Je vous le demande, que feriez-vous si chaque mur de votre village se mettait soudain à suiter des secrets du passé? Persisteriez-vous à vivre comme si de rien n'était?
Ou écouteriez-vous ces enfants étranges qui semblaient parler au nom des morts? Car les jumelles n'en avaient pas fini, la tempête n'avait pas seulement réveillé les vieilles pierres, elle avait ouvert une brèche, et ce qui allait sortir de cette brèche allait dépasser tout ce que Kerlanek avait cru pouvoir cacher. Le village de Kerlanek, déjà ébranlé, entra dans une spirale de peur. Les habitants n'osaient plus se parler sans se demander si les jumelles ne révéleraient pas leur secret au grand jour. Les regards se détournaient, les portes se fermaient plus tôt le soir, et pourtant, nul n'osait renvoyer Jean-Marie Le Goff et ses filles. Car au fond, tous le savaient. Si les enfants disaient vrai, alors les morts eux-mêmes réclamaient justice. Et qui oserait s'opposer à la voix des morts? Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait comme une bête blessée, Élise et Aveline demandèrent à se rendre de nuit à l'église. Le recteur Lebris hésita, mais elles insistèrent. Plusieurs villageois, intrigués, les suivirent, armés de lampes à huile. Les jumelles s'agenouillèrent devant l'autel, fermèrent les yeux et commencèrent à parler d'une seule voix. Ici, sous ces pierres, 3 voyageurs. Ils avaient des sacs de cuir, des anneaux d'or. On les a tués parce qu'ils en savaient trop. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on entendait le goutte à goutte de l'eau sur les murs. Puis, d'une voix tremblante, un vieil homme osa confirmer. Oui, jadis 3 marchands avaient disparu dans la région, jamais arrivés à Quimper. Les registres de gendarmerie en faisaient encore état. Et voilà que 2 enfants de 9 ans en livraient les détails un quart de siècle plus tard. Vous imaginez la scène? Les lampes tremblantes, les visages livides, les enfants récitant ce qu'aucun vivant ne pouvait savoir. Était-ce un miracle, une malédiction, ou l'annonce d'un jugement qui allait s'abattre sur Kerlanek? Le lendemain, les jumelles désignèrent un homme précis, le notable Yves Karadec, ancien maire du village. Tes mains ont enterré les bijoux. Tu disais que c'était pour protéger les tiens, mais c'était du vol, et tu le sais. L'accusé s'effondra, balbutiant que c'était un temps de famine, qu'il fallait survivre. La foule, partagée entre horreur et compassion, se tut. Mais désormais, plus personne ne doutait. Une vérité enfouie revenait à la surface. Chaque jour apportait une nouvelle révélation. À une femme, elles dirent qu'elle cachait une fille née hors mariage dans un couvent voisin. À un pêcheur, qu'il avait laissé mourir son frère en mer pour hériter de sa barque. Personne n'était à l'abri. Kerlanek devint un théâtre de révélation, où chacun tremblait que son nom soit le prochain. Mais ce fut une nouvelle vision qui bouleversa tout. Une nuit d'été, Aveline perla dans son sommeil, réveillant tout le village. Le feu n'était pas un accident. Les Lebillans ne sont pas morts chez eux. On les a enfermés dans l'église, et le feu n'a servi qu'à masquer la vérité. Le lendemain, on rassembla les anciens. Et l'un d'eux tremblant finit par avouer que le soir du drame, il avait vu de la fumée, mais pas du côté de la maison. Du côté de l'église. Les habitants comprirent que leur paroisse entière était bâtie sur un mensonge. Et si l'église elle-même, censée être le sanctuaire du salut, était devenue un tombeau de victimes innocentes, alors tout Kerlanek portait une tache indélébile. Alors je vous pose la question. Si votre propre église cachait des ossements, si vos prières s'élevaient au-dessus de cadavres enterrés en secret, pourriez-vous encore croire en la bénédiction divine? Kerlanek n'avait pas encore trouvé sa réponse. Mais une chose était sûre, les jumelles ne comptaient pas s'arrêter là. Elles disaient que les morts n'avaient pas fini de parler. Et bientôt, toute la vérité éclaterait, plus terrible que tout ce que les villageois avaient imaginé. Les jours suivants plongèrent Kerlanek dans une atmosphère de procès permanent. Chaque soir, la petite église devenait une sorte de tribunal improvisé, où les jumelles, sans accusation ouverte, mais par leurs simples phrases, forçaient les habitants à se confronter à leurs fautes. Et plus elles parlaient, plus la peur grandissait. Car il devenait clair que leur savoir ne provenait d'aucune oreille indiscrète. Non. Elle semblait puiser dans une mémoire invisible, comme si la lande elle-même leur murmurait les crimes restés impunis. Un soir,
Élise s'arrêta devant le crucifix, leva les yeux vers la figure du Christ et déclara d'une voix grave. « Il y a encore des corps, pas seulement ceux des Lebéants. Vous priez au-dessus de tombes que vous n'avez jamais creusées. 3 dalles, à gauche de l'autel. En dessous, le sang d'hommes assassinés. » Les villageois échangèrent des regards effarés. On osa soulever les pierres. Et là, sous la terre compacte, apparurent des fragments de squelettes, une bague oxydée portant des initiales et la boucle rouillée d'une ceinture. Des témoins reconnurent aussitôt ces objets. Ils appartenaient à des voyageurs portés disparus en 1815. La confirmation était terrible. Kerlanek avait servi de repère criminel. La panique gagna le hameau. Certains accusaient les jumelles d'être des sorcières venues pour détruire le village. D'autres, au contraire, y voyaient l'intervention divine, la justice des morts enfin révélée. Le recteur Lebris, brisé, ne savait plus quoi penser. Devait-il exorciser ses enfants ou au contraire les écouter comme des prophétesses? Et vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous tenté de protéger votre communauté même au prix d'un nouveau mensonge? Ou auriez-vous eu le courage de laisser toute la vérité éclater, quitte à voir votre monde s'effondrer? Les jumelles ne se contentaient plus de secrets anciens, elles prédisaient aussi. À un pêcheur, elles annoncèrent que son bateau se briserait sur les rochers s'il sortait en mer le lendemain. L'homme bravache voulut défier la prophétie. On retrouva son embarcation 2 jours plus tard, réduite en morceaux, le corps jamais repêché. Dès lors, personne n'osa plus mettre en doute leurs paroles. Mais la révélation la plus terrible surgit lors d'une veillée. Les habitants, rassemblés, demandèrent qu'enfin aux fillettes « Pourquoi les Lebéants? Pourquoi eux ?» Élise et Aveline échangèrent à guerard, puis parlèrent en alternance, comme une seule voix. Parce qu'ils avaient découvert la vérité. Ils savaient que l'argent du village venait du sang des voyageurs. Ils voulaient prévenir les autorités et on les a réduits au silence. Un murmure d'effroi parcourut la salle. Kerlanek, prospère depuis 20 ans, devait sa survie à des crines. Des voyageurs dévalisés, assassinés dans les bois, leur argent servant à bâtir l'église, la taverne, les filets de pêche. Le hameau entier reposa sur un pacte sanglant. Et ceux qui avaient participé au secret, ou qui l'avaient couvert, étaient encore là, assis parmi les fidèles. Alors, les jumelles s'avancèrent, leurs visages pâles illuminés par la flamme des chandelles. « Ils ne nous laisseront pas tranquilles tant que justice n'aura pas été rendue. » Cette nuit-là, beaucoup ne fermèrent pas l'œil. Certains parlaient de fuir le village. D'autres, au contraire, voulaient faire taire les enfants avant qu'elles ne détruisent tout. Mais pouvait-on faire taire la voix des morts? Kerlanek n'était plus qu'un champ de ruines morales. Les regards se fuyaient, les familles se déchiraient, et chaque soir, la peur des jumelles paralysait le village. Car tout le monde avait quelque chose à cacher, fût-ce un petit mensonge, une faute intime, un secret honteux. Et chacun craignait que les lèvres d'Élise et Aveline ne le révèlent publiquement. Le hameau, jadis uni par la solidarité des marins et des paysans, se transformait en une arène de soupçons. Un matin, les fillettes demandèrent à être conduites à la falaise de Penmark, non loin de là. Le vent fouettait leurs cheveux blonds et elles fixaient la mer avec une intensité troublante. Soudain, Aveline dit « Sous les vagues au pied des rochers dort encore un homme. On l'a poussé dans la tempête. Ses poumons n'ont jamais respiré l'air du pardon. » Les pêcheurs glacés comprirent aussitôt. 20 ans plus tôt, un marin, Alain Quéméner, avait disparu lors d'une sortie en mer. On avait dit qu'il s'était noyé. Mais Élise précisa « Il n'était pas seul. Quelqu'un l'a fait basculer, pour hériter de son bateau. » Le coupable, un vieillard blême, se mit à sangloter devant tous. Son héritage avait nourri ses enfants, mais son crime, lui, n'avait jamais cessé de le hanter. Vous sentez la mécanique? Chaque révélation détruisait un pan supplémentaire de la confiance collective. Plus personne n'osait croiser le regard des jumelles. On ne savait jamais quand elles parleraient, ni ce qu'elles allaient dévoiler. Était-ce le ciel qui parlait à travers elles? Ou les ombres du passé réclamant vengeance? Le recteur Lebris, désespéré, écrivit au diocèse de Quimper pour implorer de l'aide. Mais avant qu'une réponse n'arrive, un nouvel événement fit basculer Kerlanek dans la terreur absolue. Une nuit, Élise frappa à la porte du recteur. Ses yeux bleus brillaient comme dans une fièvre. Elle murmura
Sous l'église, il y a plus que des os. Il y a un livre, le livre de celui qui a tout noté. On l'a pris pour une enfant délirante. Pourtant, guidé par ses indications, on fouilla une niche scellée dans le mur nord de la sacristie. Là, dans une cachette humide, on retrouva un cahier de cuir rongé par le sel et la moisissure. C'était le journal de l'ancien recteur, l'abbé Morvan, celui qui avait quitté mystérieusement la paroisse en 1813. Les pages, à demi effacées, contenaient des confessions terribles. Il y notait les disparitions de voyageurs, les biens récupérés, les pressions des notables du village et son silence coupable. Mais la phrase qui glaça tous les lecteurs fut celle-ci. « Que Dieu me pardonne, les Lebihan ont été enfermés dans la maison du Seigneur. On a choisi l'église pour éviter les regards. J'ai béni leur corps avant qu'on les scelle sous les dalles. » La preuve était là, irréfutable. Le cœur de Kerlanek avait battu au rythme d'un crime collectif. À cette révélation, plusieurs habitants tombèrent à genoux. Certains crièrent à la malédiction, d'autres demandèrent pardon à haute voix. Mais les jumelles, implacables, déclarèrent « Prier ne suffit plus. Les morts veulent que vous rendiez ce qui a été pris. » Et c'était la question la plus douloureuse. Car que rendre quand la prospérité entière du village venait de l'argent volé et du sang répandu? Fallait-il raser l'église, quitter Kerlanek à jamais? Je vous demande, si vous appreniez que votre maison, votre pain quotidien, vos filets de pêche avaient été bâtis sur des meurtres, pourriez-vous encore y vivre? L'attention atteignait son comble. Certains commençaient à menacer ouvertement Jean-Marie Le Goff et ses filles. D'autres les considéraient comme des envoyés de Dieu qu'il fallait écouter jusqu'au bout. Le village était à 2 points d'une émeute. Et ce fut alors que les jumelles annoncèrent la prophétie finale. Ce qui dort sous vos pieds n'est pas terminé. Il reste encore des victimes. Et demain... Le lendemain de la prophétie, Kerlanek s'éveilla dans un silence de plomb. Le vent avait cessé, la mer semblait étrangement calme, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les habitants s'étaient réunis dans l'église, incapables de rester seuls. Tous attendaient, terrifiés, que les victimes se lèvent, comme les jumelles l'avaient annoncé. Élise et Aveline entrèrent main dans la main, suivis de leur père. Leurs visages d'enfants paraissaient soudain beaucoup plus âgés, comme si le poids des morts pesait sur leurs épaules. Elles s'avancèrent jusqu'au chœur, se placèrent au-dessus des dalles déjà soulevées et fermèrent les yeux. Alors, d'une voix tremblante, Élise déclara « Ils sont là. Pas seulement les Lebihan. 11 hommes, 3 femmes et 2 enfants. Tous réduits au silence pour que le village prospère. » Un cri parcourut la foule. Certains tombèrent à genoux, d'autres voulurent fuir, mais les jumelles poursuivirent. « Vous croyez avoir enterré vos crimes sous la pierre, mais les pierres parlent. Et tant que la vérité n'est pas reconnue, vous vivrez dans la malédiction. » Aveline pointa du doigt plusieurs anciens assis au premier rang. Leurs visages blêmes se contractèrent. Elle dit leurs noms, un par un, rappelant des actes commis 20, 30 ans plus tôt. Des disparitions expliquées par des tempêtes. Des vols attribués à des brigands de passage. Chaque accusation tombait comme un coup de tonnerre. Enfin, l'un d'eux craqua. Le vieil Yves Karadec, déjà soupçonné, éclata en sanglots et confessa tout. Oui. Kerlanek avait survécu aux famines en assassinant des voyageurs. Oui. Les Lebihan avaient menacé de parler. Oui. On les avait enfermés dans l'église et on avait incendié leur maison pour effacer les traces. Ce fut le déluge. D'autres avouèrent à demi-mot, certains se taisaient mais leur silence suffisait. Le village entier comprit que sa prospérité était bâtie sur le sang. Le recteur Lebris,
Effondré, se tourna vers Jean-Marie Le Goff. « Que devons-nous faire ?» Le prédicateur répondit simplement « Enterrez vos morts dignement. Démantelez cette église. Rendez aux familles ce que vous pouvez. Et surtout, ne mentez plus. » Pendant plusieurs jours, on déterra les ossements. Sous les dalles, derrière le cimetière, près des falaises. On découvrit bagues, croix, morceaux de tissu encore reconnaissables. Chaque trouvaille confirmait les révélations des jumelles. On organisa des enterrements en masse, sous un ciel d'hiver rechargé de nuages. Puis vint l'acte le plus terrible. L'église fut détruite pierre par pierre. Certains pleuraient, d'autres priaient, mais tous savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Le sanctuaire n'avait jamais été saint. Il avait été un tombeau de victimes innocentes. Quand la dernière dalle tomba, Élise et Avrim respirèrent profondément, comme libérés. « Ils peuvent enfin dormir, » dit Élise. « Mais Karlanek ne se relèvera pas, » ajouta Aveline. Et ce fut vrai. Quelques mois plus tard, le hameau fut abandonné. Les habitants se dispersèrent dans les villages voisins, incapables de supporter le poids de la honte. Les ruines de Kerlanek devinrent un lieu, évité, maudit. Aujourd'hui encore, seuls les curieux et les amateurs de légendes osent s'y rendre. Certains affirment entendre, par nuit de tempête, des voix d'enfants résonner entre les pierres effondrées. Quant aux jumelles Le Goff, leurs traces se perdent dans les années suivantes. Certains disent qu'elles ont continué à parcourir la Bretagne, révélant ailleurs d'autres secrets. D'autres jurent qu'elles sont mortes jeunes, consumées par le bardeau des morts. Mais une chose demeure certaine, leur passage à Karlanek a marqué à jamais la mémoire de ceux qui y ont survécu. Alors je vous demande, croyez-vous que des enfants puissent porter la voix des morts? Était-ce un don divin ou une malédiction née des ténèbres? Et surtout, si demain 2 jumelles entraient dans votre village et commençaient à dévoiler vos secrets les plus intimes, qu'arriverait-il? Kerlanek n'a jamais trouvé la paix. Et peut-être que, tant que nous refusons d'écouter les voix du passé, aucun de nous ne la trouvera.